Bonjour tout le monde. Comment ça va? Pas trop nerveux? Non, ça va. Vous n'avez pas trop faim? Ça, c'est pas pire. Merci au comité du CRAC de m'avoir invité aujourd'hui, de donner l'occasion de venir jaser avec vous autres. C'est sûr que c'est un sujet qui n'est pas nécessairement facile. Merci particulièrement à Alain et Martin qui m'ont aidé dans les dernières semaines, dans les derniers mois, à conceptualiser une conférence qui pourrait vous intéresser tous. Parce qu'au départ, quand on m'a demandé de faire une conférence sur le prix des terres, devant vous, un groupe qui aime ça calculer, puis qui est déjà à l'affût, je me suis dit, comment je vais faire? Ça a été vraiment la première question. Comment faire de quoi de différent et comment je vais faire? Finalement, j'ai pensé un peu, je dis, c'est simple, c'est trop cher. Donc, ça arrête là. Merci, bon dîner, bonne journée. Mais non, on a quand même conceptualisé une conférence du titre, avoir ou ne pas avoir de stratégie pour faire face au prix des terres élevés. Aujourd'hui, on parle d'innovation. Dans le titre, il y a stratégie. Dans stratégie, il y a, pour avoir une stratégie, ça passe par l'innovation. Les deux derniers conférenciers en ont parlé amplement. Effectivement, je passe par 4 innovations aujourd'hui que je vais parler un peu plus. L'innovation mécanique, innovation technologique, innovation au niveau production et, le dernier, au niveau du gestionnaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais ça poser 2-3 petites questions. Est-ce qu'il y en a dans la salle, à main levée, qui aimerait ça être riche? Ah, quand même, pas pire. Autre question. Est-ce qu'il y en a dans la salle, à main levée toujours, qui aimerait ça faire de l'argent? Ah, c'est à peu près, oh, il y a un peu plus de monde. Vous allez me dire, Yves, c'est pareil. Ah, pas sûr. On va le voir un petit peu plus loin, qu'il peut y avoir une différence. Et dernière question, c'est sûr qu'avec la nouvelle déréglementation que Justin Trudeau a eue récemment, j'aimerais ça savoir à main levée dans la salle, ceux qui sont sur l'effet du cannabis. Ah! Parce que ça va rouler aujourd'hui, je voulais juste être certain que tout le monde est tout là. Ah, il m'en vient un autre. Il y en a-tu qui produisent du cannabis? Non, je n'embarquerai pas là-dedans. Bon, pour mettre en place, prix des terres, on voit que dans les dernières années, si on remonte de longtemps, le plus longtemps qu'on a trouvé, c'est 1921. De 1921 au début des années 70, pendant 52 ans, ça a été extrêmement tranquille. Et oups! À partir de là, on a commencé à avoir un petit 8 ans d'augmentation, un petit répit, on réaugmente. Et finalement, avec des pourcentages d'augmentation de 370 quand ça a commencé et 254 d'augmentation depuis 2001. C'est dû à quoi? C'est sûr qu'avec l'urbanisation, avec la consolidation des fermes, avec l'augmentation de la population, c'est sûr que le prix des terres s'est mis à augmenter de façon très rapide et, jumelé à ça, les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt qui ont baissé, moi j'ai commencé dans l'autre siècle, déjà. Dans les années que j'ai travaillé dans les banques, les taux d'intérêt étaient déjà plus élevés, puis en cours de route, depuis les années 90, milieu des années 90, les taux d'intérêt ont toujours baissé. Si on fait l'hypothèse mettons, un 100 hectares transigé à 1 million de dollars, mettez 1 million de dollars à 5 d'intérêt, ça fait, juste en charge d'intérêt, 72 000 par année. Si on met le même million à 2 d'intérêt, ça fait une charge d'intérêt de 51 000, un 21 000 de différence. Si quelqu'un dit « Hey, moi, j'ai les moyens de le payer, cet intérêt-là, je suis prêt à payer un peu plus cher », si on arrive avec un financement de 1,4 million à 2 pour arriver au même paiement d'intérêt de 72 000. Donc, 40 d'augmentation. C'est sûr que les augmentations étaient beaucoup plus élevées que ça, mais l'augmentation du taux d'intérêt a eu une incidence, c'est certain. Au Québec, à cette heure, au Québec, on a fait un tableau avec 3 zones
particulières. Vert foncé, vert pâle et vert un petit peu plus pâle. Je vais appeler zone 1, zone 2 et zone 3. Zone 1, on la connaît, Laurentides, la Naudière et Montérégie. Prix des terres moyen. Écoutez, c'est des chiffres de 2016 que j'ai trouvés. 2016, c'est pas il y a 25 ans, là. 2016. Puis je pense qu'en Montérégie, on n'est déjà plus à jour. J'entends plus souvent des 38, 39, 40 000 l'hectare de ce temps-là. Outaouais, Mauricie, centre du Québec, où ce qu'on est aujourd'hui, la moyenne était, je vais l'appeler la zone 2. Vous allez voir un petit peu plus loin, on utilise zone 2 qui est quand même juste ici au centre du Québec, autour de 12 000 l'hectare, qui était la moyenne transigée en 2016, statistiquement. Et après ça, la zone 3, un peu plus froide, l'Abitibi, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Bas-Saint-Laurent. J'ai pas vu grand-chose, les chiffres en étant pas à jour, j'ai pas vu grand-chose qui évolue aussi vite que ça, qui est aussi difficile à suivre à travers les années, mis à part peut-être depuis le changement de présidence aux États-Unis, le nombre de niaiseries qui se dit, peut-être. Mais revenons à nos moutons, parce qu'il faut bien les nourrir, ces moutons-là. On arrive, je vous introduis rapidement avec un tableau qu'on appelle les marges à l'hectare. Bon, vous avez tous, c'est sûr, en tant qu'agroéconomiste, l'aspect chiffre, etc. J'ai fait un tableau simple. C'est assez simple, merci. C'est que sur les colonnes, on a les prix à l'hectare et à l'horizontale, on a la marge nécessaire. Faites-les, vous avez toutes des calculatrices financières. Calculez, exemple, 22 000 sur 20 ans à un taux de 4 %, ça va vous donner à peu près ce que ça prend pour payer le capital et intérêt. Donc, la marge à l'hectare, c'est le montant nécessaire pour être capable de payer le capital et intérêt après avoir payé les différents coûts d'exploitation, coûts fixes et coûts variables. Donc, deux régions. Une, mettons dans la zone 3, qui est encore à 6 000 l'hectare. Vous allez dire, hey, c'était le bon vieux temps dans ce temps-là, pour certains. Alors qu'ici, peut-être plus au centre du Québec, on commence à parler un peu plus de 22 000 l'hectare. La marge à l'hectare nécessaire ici est rendue déjà presque 1 600 $ de marge à l'hectare, ce qui doit rester après avoir payé les différents coûts, versus un petit peu plus loin au Québec, on est encore autour de 600. Ça fait déjà un bon écart. Mais là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire, Yves, pour être capable d'avoir ces marges à l'hectare? Et c'est là qu'on va commencer à parler d'innovation. Innovation mécanique, technologique, ça se jumelle tout. En 1701, on a eu l'arrivée du premier semoir. En 1876, on a eu l'arrivée du téléphone par Bell. 5 ans plus tard, en 1881, l'arrivée du premier tracteur à chenilles. Et récemment, ça ne fait pas 50 ans, 1989, on a eu l'arrivée d'Internet. Donc, 288 ans d'évolution pour arriver aujourd'hui à être capable d'avoir des tracteurs autonomes sur chenilles, être capable de semer de façon autonome, contrôlée par notre téléphone via Internet. Et ce n'est qu'un début. Les Mayas disaient, ils disaient que la fin du monde, c'était prévu pour le 21 décembre 2012. Là, puis d'autres qui analysaient, ils disent pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Mais effectivement, on l'a vu à partir des années 70, on est dans un nouveau monde. L'innovation a toujours existé parce que Bell, c'est quand même pas en 1990 qu'il a inventé son téléphone. Mais elle s'accélère rapidement. Puis, cette mécanisation a amené maintenant à produire de façon différente, de façon un peu plus industrialisée. On en montre quelques-uns, on parle d'innovation quand même aujourd'hui. On envoie des tracteurs autonomes, des capteurs connectés, des drones, des pneus gonflables, dégonflables, des déchargements automatisés, des désherbeurs fonctionnant au niveau de l'énergie solaire, des GPS, etc. Et tout ça, aujourd'hui, au niveau des innovations qu'on peut utiliser pour produire maintenant une agriculture de plus en plus de précision. Puis là, on voit, on l'a dit au début, je fais des plans d'affaires, on se fait challenger. Il y a beaucoup d'innovations en agriculture, mais des gens à l'extérieur de l'agriculture la pensent aussi autrement, l'agriculture. Et donc, nous, on pense qu'on en fait et peut-être qu'il y a moyen d'en faire encore plus. Quand je dis se faire challenger, c'est que récemment, j'ai fait un plan d'affaires pour des cracks
des génies, même pas agronomes, même pas de formation en agriculture, faire plein de recherches et me demander de faire un plan puis, au niveau financement pour être capable de monter de l'agriculture verticale dans un ancien entrepôt. Ça ne prend pas beaucoup de superficie en hectares, ça. Dans des anciens entrepôts vides et faire de la salade de façon verticale. Quand on calcule un peu, on pouvait produire l'équivalent de 2 millions de plants à l'hectare, versus en champ, environ 70 000 plants à l'hectare. Calculer à 1 piastre à peu près de profit qu'ils estimaient, ça commence à être intéressant pour eux. Et tu as les IGA qui construisent, les fermes LUFA qui produisent maintenant sur les toits. C'est tous des gens qui viennent de l'extérieur de l'agriculture. Donc, être capable d'être ouvert à ça, IGA qui est le plus gros potager urbain sur le dessus d'un supermarché au Canada. Et là, je vous emmène au niveau innovation de production. Quand on pense qu'il y a environ 1 700 000 hectares au Québec qui est produit, là-dessus, on va arrondir les chiffres, environ 400 000 hectares en maïs, puis environ 400 000 hectares en soya. Bon, mettons 380 maïs, 398 soya. Presque 50 de la production, 47 pour être précis, mais presque 50 est en maïs-soya. Et après ça, un 37 qui est toutes les cultures de foin. Ça veut dire que presque 90 de nos cultures au Québec, puis pourtant, au Québec, il y a juste 2 des terres. 2 des terres du Québec qui sont dédiées à l'agriculture. Et là-dessus, on parle de presque 90 qui est de 3 productions. Maïs, soya, foin. Bravo. On est-tu rendu là? Là, vous allez me dire, oui, mais il y a du soya Roundup Ready, il y a du soya IP, il y a du soya. Mais c'est du soya. Fait que, donc, y a-t-il moyen de faire mieux que juste différentes régions? Je vous amène à challenger différentes régions. Exemple, Bas-Saint-Laurent, ce que j'appelle la zone 3, un peu plus froide, ils ont différentes productions. Ils font effectivement du canola, du soya, du sarrasin, maïs grain, entre autres. Mais ce que je remarque, dans le Bas-Saint-Laurent, il y a 1200 hectares sur environ 180 000 hectares en production qui sont en fruits et légumes. Pourtant, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a un peu plus moins d'hectares en culture, environ 138 000 hectares, qui, eux, en fruits et légumes, ont presque 30 000 hectares. Bas-Saint-Laurent, moins de 1 Lac-Saint-Jean, près de 22 de production en fruits et légumes. Il y a moyen de faire autre que du maïs et du soya, parce qu'il y a à peu près 200 sortes de variétés. 200. On a essayé de calculer les variétés possibles de culture. Et à un moment donné, on a pris du temps, puis là, on était rendu à peu près à 200, mais on n'avait pas fini, il en avait encore plein. Fait que c'est des centaines de productions à culture au Québec qu'on peut faire, mais de père en fils, de façon traditionnelle, on fait régulièrement les mêmes. Puis pourtant, il y a des productions comme fruits et légumes, il y a une production ornementale. Juste avant moi, Martine, leur ferme, ils font du tournesol. Qui c'est qui fait ça, du tournesol? Qui c'est qui pense à faire ça, du tournesol? Donc, puis d'autres régions comme la Mauricie, les autres, ils ont parti de la culture d'orge brassicole. Au nord du Québec, on peut faire des petits fruits nordiques. Puis au centre du Québec, ici, on commence à développer de plus en plus l'agriculture biologique. On a des producteurs de canneberge, de petits fruits, des viandes de spécialité. C'est là, quand on est rendu, quand je dis que innovation au niveau production, on parle de mécanique, technologique, mais nous, en tant que gestionnaires, comment qu'on peut penser autrement? Comment qu'on peut optimiser notre force qui est notre... On est comme les Gaulois, hein? Le Québec, on est un milieu francophone dans un grand territoire anglophone. On peut en essayer des choses, puis finalement, si ça marche, on est capable de l'exporter. Mais soyons imaginatifs, parce que la vie change. Juste la nouvelle réglementation récemment sur la marijuana, je faisais des farces tantôt, là. Mais j'en ai fait un plan d'affaires, quelqu'un qui, hey, moi j'ai des serres, puis on va tourner ça en marijuana, c'est la tendance de demain, puis let's go. Savez-vous les chiffres là-dedans? C'est 32 tonnes à l'hectare à peu près dans la marijuana qu'on a trouvé comme chiffre.
C'est sûr que c'est pas facile à trouver, là. C'est sûr que ce pas les Hells qui nous ont donné le chiffre, là. Mais à force de recherche, c'est 32 fois 1000 kilos à l'hectare. Mais le problème, c'est vendu au gramme, à 7,60 au niveau médicinal. 7,60, ça veut dire 7 600 000 la tonne. Ça veut dire 243 millions l'hectare. C'est pas pour rien qu'il y en a qui ont parti en folie là-dedans. Mais rassurez-vous, au Colorado, quand ils l'ont légalisé, le prix a coupé en deux. Fait qu'on parle juste de 120 quelques millions. Là, on ne s'énervera pas pour ça. Là. Parce que la diversité, l'innovation vont ensemble. Quand on pense juste ici, le bon matin, le pain, 14 céréales, de plus en plus, le consommateur et les transformateurs veulent la diversité. Sur 14 céréales, il y en a 11 qu'on peut produire ici au Québec. Pourtant, on se concentre encore maïs, soya. On est capable de faire mieux. Et c'est là qu'un peu, je vais faire une petite montée de lait. C'est là qu'au niveau de votre entourage, on l'a dit, les gagnants tantôt, ils disaient qu'on était bien entourés. C'est tellement important de bien s'entourer, de conseillers positifs et innovateurs. Je vous emmène un livre, tantôt on parlait d'un livre qui a piqué mon fromage, qui est effectivement très intéressant, qui amène au mouvement. Mais un autre livre, si vous avez la chance de lire ça, qui est tout simple, c'est « Père riche, Père pauvre ». Bon, sans vous le raconter, c'est une histoire d'un jeune qui a un père mentor qui est finalement riche, puis son père biologique qui travaille fort mais qui est pauvre. Et dans la philosophie du livre, qui me sert régulièrement, c'est que en tant que gestionnaire, on a toujours le défi de dire « Bon, j'aimerais ça avoir ça, mais c'est trop cher. Ah, il faudrait faire ça, mais ça n'a jamais été fait, ça ne marchera pas. » Quand on a une problématique, puis quand on a une occasion d'améliorer devant nous, c'est facile au cerveau de dire « ça ne marchera pas » et « ça n'a jamais été fait » ou « c'est trop cher, c'est pas pour nous ». Ça s'est cassé la tête 5 minutes. Versus de dire comment faire, puis de se casser la tête pour trouver la solution. Peut-être qu'on ne la trouvera pas tout de suite, mais à un moment donné, on va la trouver. Si Henry Ford, j'ai écouté un reportage récemment sur Henry Ford quand il a inventé l'automobile, là, je ne sais pas combien il y a de personnes qui ont dit « C'est quoi, tu essaies de faire ça? Une charrette mécanisée, automatisée? Voyons donc, il dit « T'es fou, il dit, ça n'a jamais été fait, ça n'a jamais été fait, ça n'a jamais été fait. » Donc, en tant que conseiller ou futur conseiller ici, il y a beaucoup d'étudiants, ou futur agriculteur ou agriculteur déjà en place, au lieu de se dire, au lieu d'être entouré de gens qui disent « ça n'a jamais été fait, puis ça vient d'être facile, merci, bonsoir, puis c'est trop compliqué, puis c'est trop cher, puis alouette », mais de dire comment faire, ça serait déjà un changement de philosophie qui nous emmènerait en tant que société, en tant que producteurs québécois, à faire autrement. De se casser la tête. Et les conseillers qui ne veulent pas suivre, qui disent le premier, j'en ai fait des dossiers, j'arrivais comme le deuxième, troisième intervenant, puis les deux autres, vente à ferme, il n'y a rien à faire, puis etc. Puis nous, on se cassait la tête, puis on le trouvait le plan d'action, puis la ferme existe encore aujourd'hui. C'est ça qui me tient à cœur. C'est trop facile de dire ça ne marche pas. Tu as trop de dépenses, tu n'as pas assez de revenus, ferme ça. Hey! Il y a moyen de faire autrement, mais le comment, sortir en dehors de la boîte, c'est important en tant que gestionnaire de le faire. Vous voulez des chiffres? On parlait de marge à l'hectare tantôt. J'ai sorti une coupe de tableaux qui va vous montrer une coupe de chiffres. On voyait 600, 1600 $ de marge à l'hectare. Bon, on va commencer tranquillement. L'avoine, 112 $ de marge à l'hectare. On ne peut pas payer 22 000 l'hectare pour ça. Là. On monte. L'orge, 175. Le canola, 200. J'ai écrit les dates que les chiffres ont été sortis du CRAAC, etc. Donc, il y en a qui sont plus récents, il y en a qui sont un peu moins récents. Oups, on commence à toucher au biologique. 339, le blé, 380, l'avoine, 448, le lin, 614, le soya, 800 et le maïs, 856. J'arrête là pour l'instant. 50 % de la production du Québec avec du prix des terres qui monte à 40 000 $ l'hectare, puis juste à 22 000, on avait besoin de 1600 $ de marge. La majorité de la production est faite, ça c'est les moyennes, parce qu'il y a des producteurs qui sont beaucoup plus performants que ça, mais autour de 800, 856 $ de marge à l'hectare, il y a de quoi qui ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est là qu'on va dire les prix des terres, c'est trop cher. C'est sûr,
On n'a peut-être pas la bonne production dessus, on n'a peut-être pas la bonne façon de faire, on n'a peut-être pas la bonne mécanisation pour optimiser, pour aller chercher plus que ça. Après ça, l'orge bio, 918, on monte. Canola, 1160. Le blé, 1180. Le seigle, on monte. En voulez-vous encore? Aimez-vous ça? Épaule, 1500. On est encore dans le bio. Bon, on peut faire du légume. Qu'est-ce qui empêche de faire un peu de légumes? Juste en production en serre, ce qui va se développer. Juste en Ontario, comment est-ce que la production en serre se développe, là? Juste dans les dernières années, ils ont monté au-dessus de 300 hectares. Je pense qu'au Québec, on a environ les chiffres, je n'ai pas le chiffre exact, là, mais autour de 100 hectares en production en serre. Que le prix de la terre soit 20, 30, 40 000 hectares, si en serre, on est capable d'optimiser, ça va peut-être être une façon de produire tantôt pour être capable de suffire à l'augmentation de la population. Parce que vous savez qu'au niveau de la population, on augmente. Ça a été le gros débat aux dernières élections. Est-ce qu'on autorise 50 000 ou on descend ça à 40 000 nouveaux arrivants par année? Mais c'est quand même l'équivalent de la ville de Granby, à peu près 40-50 000 qui s'établit au Québec. Des gens vont avoir besoin de manger ici au Québec. On continue. Le chanvre, 2097. Le soya bio, 2327. Le maïs bio, 2000, presque 800. Les arbres de Noël, il y en a qui le font, effectivement. Ça ne veut pas dire que c'est tout facile, ces productions-là, mais il y en a qui réussissent puis ils dégagent ça. Après ça, le chou-fleur, on monte, le maïs sucré, l'oignon, le céleri, vous aimez ça des chiffres? Let's go! Pommes de terre bio, chou vert, brocoli, betterave, canneberge, framboise, on monte, laitue, pommes, on est rendu à 13 000. Qui dit mieux? Qui dit mieux? On se créerait d'un encan. La fraise, canneberge bio. Mon dernier pour aujourd'hui, 27 000 l'hectare, la canneberge bio. Ça commence à être pas pire. C'est sûr qu'il y a des gros investissements en arrière de ça. Mais ils font partie du 10-15 des terres non en maïs, soya ou foin, qui se sont un peu cassés la tête à faire différemment. Mais là, vous êtes en train de vous dire, Colin, hey, on va devenir bio. Les chiffres sont le fun. Écoute, chérie, on s'en va dans le bio. C'est sûr que le bio est intéressant. C'est sûr qu'il rapporte beaucoup plus, puis en plus, le consommateur veut de plus en plus accès à un aliment de qualité. Mais ce n'est pas effectivement donné pour tout le monde. J'en fais différents producteurs, il y en a bio, il y en a que ça n'a pas été une réussite parce que, bon, c'est sûr que la production est moindre, c'est pour ça que le prix est plus élevé. C'est sûr que ça prend une mécanisation que des fois, si tu achètes tout neuf, d'avoir un garage et en fabriquer toi-même, ça l'aide. C'est sûr qu'il faut que tu sois à l'aise avec beaucoup d'employés parce que ramasser les mauvaises herbes, j'ai visité une ferme bio récemment de Canneberge, puis il y avait plein de Guatémaltèques qui ramassaient l'herbe. C'est pas tout le monde qui veut parler espagnol. C'est pas tout le monde qui veut gérer ça, des travailleurs étrangers. Donc, puis tous les registres nécessaires. Juste moi, générabilière bio. Et écoute, tous les registres à suivre, puis à cahier des charges, puis ils viennent t'inspecter. C'est aussi, effectivement, des données, une façon de faire qui est une autre façon. Mais au niveau rentabilité, quand on veut s'y appliquer, puis qu'on ait une équipe autour, ça fonctionne. Puis juste en bio, regardez, j'en ai juste sorti 5 ici, type de production. Ça va de 200 à 500 % juste pour ces 5-là, des fois de marges différentes quand on fait du conventionnel versus du bio. Si vous ne voulez pas faire du bio, il y a de la semence aussi. Il y en a qui ont fait des réussites en produisant de la semence. Au moins, ça leur donnait un petit peu plus au niveau des marges. Puis là, ça aussi, ça peut être intéressant. Mais là, vous allez me dire, Yves, comment ça coûte tout ça? Le fameux coût de revient. Et le coût de revient, c'est sûr que c'est plate. C'est sûr que hier, j'ai assisté à une rencontre de conseillers en gestion, puis on se faisait challenger par un conseiller qui est venu présenter, puis il dit « Vous autres, vous êtes drôles, les conseillers en gestion. » Il dit « Vous avez chacun votre façon de calculer votre coût de revient. Il n'y en a pas une qui est pareille. » Effectivement, on inclut dessus si on fait du laitier, si on fait juste des céréales, on inclut dessus les frais de machinerie, on fait dessus... C'est pas évident. Juste une production de grande culture, c'est facile, mais c'est pas juste des productions de grande culture, parce que là, on parle de terre. Il y a des fois des productions de volailles mêlées avec la grande culture, du porc. C'est pas évident toujours. Mais j'ai vu des fermes laitières qu'au niveau du coût de revient du maïs,
était très, très, très au-dessus du prix de vente de marché. Puis pourtant, il voulait encore acheter des terres pour produire du maïs, alors qu'il y avait 50 $ son coût de revient, qu'il ne croyait pas. Pourtant, on leur challengeait, voici, on pense que c'est 250, 260, puis non, c'est impossible. Moi, je veux faire du maïs, puis... Donc, en tant que gestionnaire, le coût de revient, et c'est là que je vous emmène à mon principe de gestion en V. Êtes-vous prêts? Qu'est-ce que c'est ça, gestion en V, Yves? J'ai travaillé plusieurs années dans les banques, maintenant depuis plusieurs années comme consultant. Moi-même, j'ai eu plusieurs projets entrepreneuriaux. Tout ça mis ensemble, j'ai essayé de synthétiser ça au maximum pour arriver à ça. C'est simple, c'est clair, vous comprenez tout? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce que je constate, pourquoi qu'il y en a des entrepreneurs qui réussissent puis qui font beaucoup d'argent? Pourquoi qu'il y a des projets qui réussissent puis qui font de l'argent et que d'autres, non? C'est quoi la différence? Et c'est là que ce que j'ai pu constater, il n'y a pas juste ça, mais c'est quand même un élément de réponse. Ce que j'ai pu constater, que les décisions de type rationnel, calculées, froides, détachées, sont souvent les décisions qui rapportent beaucoup de profit. Les décisions plus type émotive, puis ça, les gars, on n'est pas bon là-dedans, les émotions. On ne sait pas c'est quoi des émotions. Écran, micro, table. Émotion? C'est quoi ça? Je l'ai senti, il fallait faire ça. Non, c'est ça qu'il faut faire. Puis, comment est-ce que je l'ai vu, ça? Non, mais ça affirme qu'appartenant à mon père, il faut que je l'achète. Là, hey, c'est le voisin. C'est pas calculé. Et de là, l'importance du coût de revient, d'arriver avec des décisions rationnelles. Mais ce que je dis, il faut aimer ce qu'on fait. Il ne faut pas juste être plate, rationnel. Il ne faut pas juste être purement émotif. Il faut être dans le milieu des deux, ce que j'appelle l'unité parfaite. Alléluia! Vous ne trouvez pas ça beau, ce mot-là? Unité parfaite. Écoute, je trouvais ça tellement beau que j'ai demandé au comité du CRAC. Il dit, « Hey, ça vous tente-tu que, mec, j'arrive à ça, là? Qu'on aille une chorale, puis qu'ils chantent « Alléluia! » pour vraiment réaliser comment c'est important. Ils ont dit, Yves, calme-toi, tu vis le stage, tu vas mettre la chorale, il faut mettre les écrans. Là. Fait que je dis, j'ai une idée. Il y a une belle chorale ici. Vous êtes quoi, 260, 280, de tout âge? Donc, il y en a qui ont été allés à la messe, d'autres non. Donc, j'aimerais, aussitôt que je dis le mot « unité parfaite », tout le monde ensemble, vous allez dire « Alléluia ». OK? Qu'est-ce qui arrive quand on arrive à l'équilibre entre les décisions rationnelles et les décisions émotives, qu'on arrive avec l'unité parfaite? Alléluia! Wow! Alléluia! C'est simple comme ça. C'est vraiment simple, la gestion. Puis, c'est là qu'il faut arriver avec des outils de gestion. Il y en existe plein d'outils de gestion qui... Plein. Attendez. Il en existe un peu. Mais quand on fouille un peu là-dedans au niveau des outils de gestion disponibles, on est encore au début d'une nouvelle ère aussi. Il y en a qui sont en développement, il y en a qui vont s'en venir, et il y en a qui n'ont pas encore pensé qu'à ce qui va s'en venir, mais ça va s'en venir. SIGA, Agritel, GrainWiz qui fait des logiciels de suivi au niveau des marchés, et Aléop, que je pense qu'on va entendre parler après-midi, qui est au niveau de tout consolider l'information pour être capable de bien gérer les liquidités. Ça naît des outils pour être capable de bien gérer. Puis on a sorti une statistique. C'est quoi l'utilisation en pourcentage, vous pensez? Là, la statistique qu'on avait, c'est un mélange de Québec et Ontario. Grossièrement, les chiffres, qu'est-ce que vous pensez de producteurs, l'utilisation en logiciels de gestion différents? Pourtant, on a des prix des terres élevés, on a tous des actifs qui coûtent de plus en plus cher, on a des marges de plus en plus minces. Et malgré ça, c'est quoi le pourcentage, vous pensez?
j'entends différents chiffres, 35 %. Quand j'étais à l'école, là, des anciens profs ici dans la salle, vous pourriez me le dire, M. Lavallois? Quand j'étais à l'école, 35 % c'est un échec. Colin. Puis on se dit, gestionnaire, technologie, hey, on est hot. Hey. On a encore des croûtes à manger. Il faut y arriver. Il faut être capable. Mais en même temps, ça nous prend des outils, ça prend des développements dans ce sens-là. Un autre élément, savoir vendre. 5 minutes. Colin, je parle donc bien. Savoir vendre. Ça aussi, on n'est pas si bon que ça au Québec pour vendre. Hey, on achète des champs, on achète des gros équipements, on produit, on draine, on aplanit, let's go. Puis quand ils arrivent pour vendre, qu'est-ce qui se passe au Brésil? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe en Australie? Moi, je vends cet automne. Ah, moi, je vends en février. Les émotions. Ah, moi, je le sens. On a-tu des outils pour bien suivre les marchés? Puis pourtant, ça devrait être l'élément premier. Parce que si tu mécanises, tu investis, puis tu vends à 195 parce que tu t'es mal pris la tonne, alors qu'avoir bien suivi les marchés, tu aurais pu le vendre 240, 250. Colin, ça valait peut-être l'effort. C'est sûr que c'est un peu sorcier. Quand on parle de la bourse, et les puts, les calls, le marché à terme. Régent Prince, d'ailleurs, du MAPAC, a sorti quelques mois, puis il a fait des discussions un peu là-dessus avec des producteurs puis des conseillers, comment former des conseillers pour aider les producteurs à bien suivre les marchés. C'est pas toujours évident. Puis pourtant, c'est quand même assez simple. Jean-Philippe Boucher, ici dans la salle, m'a prêté 2 tableaux pour la conférence d'aujourd'hui qui dit, en gros, un petit tableau simple, si la base est forte, exemple dans le maïs, bon, 1,5 pièce, versus si la base est faible, mettons 0,75 cents, ou si un contrat à terme est fort ou faible, on peut prendre des décisions différentes. Sans tout l'expliquer. Puis quand on suit les cours, justement, puis oh boy, la bourse, là, finalement, tu apprends juste à analyser 5 analyses techniques qui appellent les moyennes mobiles, les volumes de transactions, l'ADX, MACD, RSI. Grossièrement, c'est simple. Parce que, juste exemple, le premier tableau, si on est en haut, je n'ai pas de laser. Y a-t-il un laser là-dessus? Non. Si on est en haut, au milieu ici, quelque part, là, le plus haut, j'ai pas de laser, désolé. Puis le producteur, lui, qui ne suit pas les marchés, puis on le voit que ça n'a jamais été aussi haut, puis il dit « Ah, moi, j'attends encore, je vais attendre 300, je vais attendre 8 piastres du minot, je vais attendre. » Bien, oups, s'il avait suivi des indicateurs, il aurait pu dire « c'est un bon temps, mon coût de revient il est 200, puis là, j'ai 230, écoute, je consolide mes revenus. » Facile. Ou quand il est en bas, il dit « Ah, qu'est-ce que je fais? Je le vends, il faut que je sorte. » Hey, un peu, là, peut-être que les marchés, il n'a jamais été aussi bas, il va peut-être tendance à remonter. Donc, ça vaut la peine de commencer à s'intéresser à ça. Et c'est simple. Il y a des spécialistes comme Jean-Philippe, qui est un pro au Québec pour faire ça. Mais là, maintenant, pour les saisir, les opportunités, qu'est-ce qu'on fait? J'en ai fait une petite hypothèse rapide. Il y a une terre à côté qui est à vendre. 15 000 l'hectare. Hi, c'est cher. Je vais la louer. 345 l'hectare. Tu es malade. Combien de fois j'ai entendu, tant qu'à payer, je vais l'acheter? Et c'est là que je reviens à ma question. Voulez-vous être riche ou faire de l'argent? Parce que quand on voit, exemple, si on l'achète, exemple, à 6 000 l'hectare, à 15 000 l'hectare, le carré n'est pas à bonne place, à 15 000 l'hectare, ça va prendre 1 200 de marge à l'hectare pour être capable de la rentabiliser, mettons. Et si on la loue à prix moyen à 345, à 1 200 de marge, on fait 412 de profit au lieu d'arriver break-even, en bon français. Donc, j'ai vraiment fait cette hypothèse-là, quelqu'un qui est performant, qui, lui, est au-dessus de la moyenne, puis il va générer du 1 200 de marge sur un 40 hectares, un petit bloc de terre.
Donc, les profits entre 37 à 182 si on l'achète, des profits de 412 si on la loue, une différence de presque 300 $ l'hectare. Au final, 12 000 $ de plus dans ses poches si on l'a juste loué et non pas espéré être riche plus tard en ayant acheté. Ça aussi, ça fait partie de la réflexion aujourd'hui. Est-ce qu'on la loue? Est-ce qu'on l'achète? Qu'est-ce qu'on fait dessus? À quel prix qu'on a payé? C'est quoi notre prix moyen global? Donc, puis là, en Estrie, j'ai sorti quelques tableaux pour le plaisir parce que là, bon, en Estrie, pour arriver juste au prix de 15 000 $ l'hectare, ça va prendre 1100 de marge, alors que si on la loue, ça va prendre 700. Et je vous emmène Bas-Saint-Laurent, ça prend des marges beaucoup moindres à l'hectare, autant en achat, mais on s'entend que là-bas, on ne fera pas du maïs grain, on ne fera pas du 1200 $ de marge. Et Montérégie, mon tableau n'était même pas assez grand. À 39 000 $ l'hectare, là, je l'ai fait là, sur l'ordinateur, là, mais il y a une limite. Là. J'arrivais à 2 900 $ de marge à l'hectare pour être capable de la payer à 39 000 $ l'hectare. C'est ce qu'on doit calculer, les 39 000 sur 20 ans. C'est là qu'on pourra dire, ah, écoute, je vais la mettre sur 25, 30 ans, mais maintenant, il faut être capable de la payer, cette terre-là. Et justement, la payer. Une fois fait tout ça, on décide de l'acheter, mais là, il y en a du financement possible. Ça, c'est les créanciers principaux présentement dans le secteur agricole qui commencent, eux aussi, à innover, qui commencent, eux aussi, à arriver avec des plans de financement plus flexibles parce qu'ils sont au courant de ce qui se passe, ils sont là, ils font au cœur, et qui commencent à avoir des financements juste à intérêt seulement quelques années, etc. Donc, effectivement, les créanciers, il faut qu'ils soient de la partie. Sinon, il y a d'autres ressources. La financière qui a donné des prix aujourd'hui est un excellent partenaire aussi pour aider. Le FIRA, qui est ici présent aussi, peut aider avec des structures malléables pour les gens de la relève des fois. CLD, j'ai vu des fournisseurs aider dans le financement. J'ai vu des vendeurs aider dans le financement avec des balances de prix de vente. Père riche, père pauvre. Il y a toujours moyen de trouver une solution. Et c'est là qu'il faut trouver une solution en équipe, des fois, avec le producteur, avec les banquiers, avec les différents intervenants autour. Mais quand c'est une nécessité, quand on a tout regardé, puis c'est une nécessité, on la trouve, la façon. Et c'est là qu'on arrive avec l'arbre de décision finale en conclusion, pour que chacune des décisions qu'on a prises arrive dans l'arbre, toutes les feuilles, tout le monde ensemble, puis que finalement, ultimement, on prend la décision, et que peut-être, au final, le prix des terres, ça pourrait être juste un détail. Hey, Yves, es-tu malade, un détail? Oui, peut-être, effectivement. Parce que je m'explique, si on a la bonne mécanique, à juste coût, selon la grosseur de notre ferme, les bonnes technologies, qu'on s'est vraiment bien interrogé au niveau du type de production, quoi faire, et qu'en tant que gestionnaire, on les suit, les formations, où on s'équipe d'outils de gestion. Mais encore là, ces 4 éléments d'innovation-là vont répondre à la stratégie de comment faire face. Et ces 4 éléments-là vont être aussi l'unité parfaite. Et voilà. Merci.